Bonjour, mesdames. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Oui, vous? Oui, merci. Merci de votre participation. On va commencer le trésorier partie 2 par le déroulement de la rencontre. On va parler de la planification budgétaire, de la gestion de la petite caisse, des documents financiers qui proviennent du secrétariat régional, de la comptabilisation des cartes de membres, du rapport financier annuel, des différents rapports à produire, dont déclaration de revenus, puis au registraire des entreprises, et crédit d'impôt pour activité des aînés. La planification budgétaire, avant d'entreprendre l'élaboration du budget, là, il est important d'avoir terminé la planification à long et à court terme. Ce qui veut dire qu'il faut savoir où on veut s'en aller, quels sont les buts et les objectifs du club, des membres du conseil d'administration, et comment y arriver, c'est-à-dire si le club décide de tenir une activité à chaque semaine, comment y arriver, c'est ce que ça veut dire, c'est la planification de l'activité, la planification des prisons budgétaires. On estime qu'il va y avoir à peu près tant de participants, que ça va durer tant de temps, qu'on a besoin peut-être de collations durant l'activité. Alors ça, c'est un exemple de la planification activité et projet. Ensuite, on peut décider combien de fonds on y attribue, puis comment vous allez les gérer. Qui est-ce qui va être responsable, comment on fait les achats pour rencontrer les prévisions de la tenue de l'activité. Donc, on garantit les dépenses prioritaires qui correspondent au but du club. Ça inclut aussi dans la planification budgétaire annuelle ce qui est incontournable, c'est-à-dire si vous avez des frais de votre local comme adhésion à Internet, un compte d'électricité, un compte de location ou un compte de taxes quand vous avez un local qui appartient au club. Ce sont des dépenses prioritaires. Ensuite, il faut permettre que le club puisse prévoir et planifier ses objectifs au moins pour une année. Garantir que les dépenses et les revenus anticipés sont planifiés de façon réaliste. Permettre d'évaluer la réussite financière de tous les programmes, activités, projets. Bon. On y va pour budgéter là, ligne par ligne. On se base sur le résultat de l'année précédente. Ça, c'est la clé. Au lieu d'imaginer ou d'estimer à peu près, là, on regarde ce que ça nous a coûté l'année précédente pour telle activité, qu'est-ce qu'il peut y avoir de changé. Comme par exemple, vous avez acquis votre local, l'année passée, il n'avait pas été acquis, fait qu'il faut ajouter les comptes de taxes s'il y en a un ou s'il considère votre municipalité en tant qu'organisme à but non lucratif, donc vous êtes exempt de taxes municipales et scolaires. Ça, c'est une des parties, un gros changement qui peut être survenu depuis l'année précédente. On ajuste en pourcentage soit à la hausse, soit à la baisse. Fait qu'on a tout ce que ça nous a coûté, puis tout ce que les revenus, les ventes de cartes et de participation à des activités qui sont totalisées pour l'année précédente. Alors, on part de ça, puis on estime pour l'année qui vient. Beaucoup ne font pas tant d'évaluation et d'analyse, ils ne font que augmenter de 2 tous les postes budgétaires, mais ça demeure une estimation qui ne soit pas véridique non plus pour l'année suivante. C'est mieux de prendre le temps de se pencher à chaque année. Donc, à la base, chaque activité doit gérer ses revenus pour couvrir ses dépenses. C'est une bonne chose à garder toujours en tête.
Le budget est très utile pour suivre la progression des activités du club. Il se veut un outil privilégié du conseil d'administration pour la vérification périodique des finances. Ce sont les mêmes postes budgétaires, c'est-à-dire les codes de grands livres ou les numéros d'activité qu'on voit à l'état des résultats. Ici, on indique le budget et le réel, ce qui nous permet de prévoir celui de l'année qui va commencer. La vente des cartes de membres, c'était budgété 6 600. On a reçu 7 150, puis on prévoit que l'air d'aller, tournerait autour de 7 480 pour l'année qui vient. Les ventes, on comprend le principe. Cotisation, ce qui est à remettre au régional et si on a fait des achats durant l'année. Profits et pertes. Donc, la différence des revenus moins les dépenses. Puis ici, on estime un profit de 2 680 pour l'année qui vient. Fait que ça, c'est vraiment le total des postes budgétaires lorsqu'on affiche notre rapport comme ça. Ce n'est pas le détail de chaque poste. C'est dans un autre journal, des journaux auxiliaires ou des rapports auxiliaires qui suivent pour expliquer tout ça. Mais ça peut être ce qui peut être présenté à votre Assemblée générale annuelle. Comme ça, s'il y a des variations, ça peut être plus facile à expliquer lorsqu'on n'a pas tout détaillé. Ça démontre qu'on a suivi nos estimations et ça nous sert surtout à expliquer un écart trop élevé. À ce moment-là, on peut dire que c'est attribué à telle chose ou telle chose. Exemple, notre système de chauffage a rendu l'âme, c'est pour ça qu'on a dû investir autant d'argent cette année. C'est pour ça que lorsque c'est général et qu'on présente ça comme ça à l'Assemblée générale annuelle, vous êtes moins, je ne dirais pas dans l'eau chaude, mais moins dans l'obligation d'expliquer chaque mouvement de transactions qui peut s'être déroulé durant l'année. Est-ce qu'il y a des questions à propos du budget? Moi, j'en aurais une, Joanne. Oui. Est-ce que j'ai bien compris que tu as dit que les OBNL étaient exempts de taxes municipales et scolaires? Ça arrive, ça. Ça arrive, okay. Mais il faut que vous en faisiez la demande. OK. OK. Ils ne vous l'attribuent pas d'emblée, puis on comprend. La demande, c'est au gouvernement, j'imagine? C'est auprès de votre municipalité. OK. Alors, votre CA peut adopter une résolution que la présidente ou la trésorière est autorisée à faire une demande auprès de la municipalité X afin que notre propriété, notre bien immobilier, soit exonéré de taxes foncières du fait que c'est un organisme à but non lucratif. OK, donc ce n'est pas un automatisme, c'est vraiment selon la bonne volonté de la municipalité. Dans notre cas, on n'a pas de local encore, mais on souhaiterait en avoir un jour, puis je trouve que c'est une information importante. Oui, c'est vrai, parce que, comme on dit, les bottines suivent les babines. Autrement dit, si on vous a fait des promesses, puis un coup, vous arrivez avec votre réalisation, votre propriété qui vous appartient, bien existante sur le territoire de la municipalité, il y a deux choses qui peuvent arriver, c'est que les promesses, ils n'ont plus d'argent pour la rencontrer, ou c'est un conseil différent, c'est à chevaucher deux mandats différents, alors les autres, ce n'est pas nécessairement dans leur vision. Dans ce cas-là, on souhaite qu'il y ait des conseillers qui étaient pour nous, qui soient réélus l'année d'après. C'est pour ça que faut vraiment avoir une vue d'ensemble des buts et des objectifs du club de la FADOC pour
s'arrimer avec, disons, pour mettre toutes les chances de notre côté pour les réaliser. Merci beaucoup. De rien. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions concernant le budget. OK. On va aller parler de la gestion de la petite caisse. On parle ici de normes de contrôle qui doivent être suivies par le responsable de la petite caisse, qui se résume en tenir les sommes, les argents dans une boîte en métal avec une clé. J'ai bien dit une clé, pas deux, pas trois. Elle doit demeurer avec la personne responsable en tout temps. La petite caisse doit être placée dans un classeur ou un bureau fermé à clé. Alors ça, c'est pour sa situation physique. Il peut y avoir une somme de petites caisses que le conseil d'administration a autorisée pour la tenue d'activités. Alors, il se peut que l'activité soit bien déterminée dans la résolution du conseil, ainsi que la personne responsable de l'organisation, de la réalisation de l'activité et que le conseil d'administration souhaite qu'elle ait une petite caisse en sa possession. À ce moment-là, dans la résolution, ça doit être écrit, un 300 $ est attribué à telle personne pour la réalisation de l'activité qui doit se tenir à chaque mois ou une fois par année. Alors, à ce moment-là, on considère que c'est comme une deuxième petite caisse. Vous n'avez pas la responsabilité, vous, en tant que trésorier, étant donné que c'est la personne dûment nommée par le conseil d'administration qui en a la responsabilité. Là où vous entrez en jeu, c'est lorsqu'elle a besoin de renflouer sa petite caisse. C'est sûr que ça va se faire à même les fonds du club. Vous aurez à avoir en votre possession les pièces justificatives des dépenses pour le renflouement. On va continuer pour aller voir quels sont les autres critères pour être à l'aise avec la responsabilité de la petite caisse. Définir le montant de départ et une limite aux dépenses à couvrir. Ça peut être par résolution du conseil. On va voir plus tard, quand je dis ça peut être, là, on va voir plus tard la politique, je l'ai mise en diapositive, ce que nous on fait, donc ce qui peut être utilisé par vous, là, ce qu'on peut recommander, mais vous l'appliquez selon les besoins de votre club. On sait que, par définition, la petite caisse doit servir uniquement à payer de petites factures. C'est vraiment distinct comme gestion d'une activité. C'est pour acheter du lait quand on a une réunion et qu'on offre du café. C'est vraiment des petites dépenses qui dépannent. Avant d'effectuer un remboursement, comme je disais, on n'en sait pas le renflouement, ça c'est un remboursement. Fait que si quelqu'un va acheter une pinte de lait, il faut qu'elle vous revienne avec la facture originale sur laquelle on peut voir la date, on peut voir qu'est-ce qui a été acheté. Puis que ça ne dépasse pas la limite autorisée par résolution du conseil. Ça, c'est une belle définition de la pièce justificative. Fait que dans votre petite caisse, si vous partez avec une petite caisse de 100$, vous avez acheté, aujourd'hui, on peut quasiment mettre 5$ pour un 2 litres de lait, même si c'est plus que ça. Vous allez avoir 100$ moins 5$, vous allez avoir 95$ en argent et une facture de 5$. Fait que le total des deux va faire que votre caisse balance à 100$. La petite caisse est l'objet de vérification à l'improviste, évidemment. Elle doit toujours contenir le solde exact en argent et en pièces justificatives. Il est donc important qu'elle balance en tout temps. Vous en avez la clé, vous en avez la responsabilité. À chaque fois que vous faites une sortie d'argent ou une entrée d'argent, vous vous assurez qu'il y ait la pièce justificative. Fait que quand vous fermez votre petite caisse, elle balance toujours. On parlait de réapprovisionnement tantôt, on est rendu là.
lorsque vous avez une petite caisse de 100 $ et que vous êtes rendu à une soixantaine de dollars de petites dépenses, c'est bon de la renflouer. Si ce n'est que quelqu'un qui vient vous demander du change pour un 20 $, c'est bon d'en avoir dans votre petite caisse. C'est à ça que ça sert de façon prioritaire. Il faut préparer un rapport. Je vais l'agrandir pour qu'il se voit. Je pense que je suis correct comme ça. Oui. Alors, le rapport, c'est ce qui s'est passé depuis le dernier renflouement. Fait que ça peut couvrir plusieurs mois. Comme à l'été, ça peut être plus tranquille, donc il n'y a pas de mouvement. Fait que le montant de la petite caisse demeure suffisant advenant qu'on requiert son utilisation. On parle ici du mois de juin, juillet, du mois d'août, et on décide qu'on a besoin de renflouer la petite caisse qui était à 300 $. On justifie sur notre rapport quelle est la description des pièces justificatives pour justifier chaque montant. Puis le poste de grand livre dans lequel vous voulez retracer qu'est-ce que ça vous a coûté comme papeterie à la fin de votre exercice financier, combien ça vous a coûté de poste, de courrier, de messagerie à la fin de votre exercice financier. Fait qu'on retrouve ça à l'aide des postes de grand livre. Ici, ça totalise 272,75. Fait qu'il reste un peu plus de 25 $ pour gérer sa petite caisse. Il était comme temps, là, on voit que son 135 $, ça y a fait réaliser qu'il est temps que la petite caisse soit renflouée. Ici, de réapprovisionnement. Alors, au 10 août, on parlait de 2022, fait que mettons ouais, c'est ça, le 5 août, le 10 août 2022, on demande un réapprovisionnement de 272,75. Comment on le veut, en quel genre d'espèce qu'on le veut? On le veut-tu en 20 $, en 10, je m'excuse, en 10 $, en 5 $, en 2 $, en 1 $ ou en 25 sous pour totaliser ce qu'on a besoin. Si on se rembourse, se renfloue par un chèque, on inscrit le numéro ici. Si c'est un retrait, on va au comptoir évidemment pour avoir les pièces, la monnaie qu'on désire. On garde le coupon que la caissière va vous remettre et ça va justifier que votre remboursement a été fait. Lorsque vous allez le comptabiliser dans votre grand livre, ce sera votre pièce justificative pour la dépense parce qu'il n'y aura pas de numéro de chèque à écrire. Voilà la politique de la petite caisse. Je vais l'agrandir. Elle s'appelle, pour nous ici, pour vous, vous avez peut-être une liste de politiques numérotées différemment que nous. Vous n'avez peut-être pas adopté les mêmes politiques que nous. Alors, c'est bien indiqué pour la retracer, autant dans le répertoire numérique que dans un cartable papier. Et elle se décrit comme suit. Bien que la plupart des dépenses soient effectuées par carte de crédit, une petite caisse de 300 $ sert à acheter du matériel de bureau, à rembourser des factures et pour le paiement des cartes de membres qui passent au bureau, si des gens payent comptant. La technicienne comptable, la trésorière, ça dépend de l'ampleur ou de la réalité de votre organisation, est responsable de la petite caisse et en fait le suivi. Fait que si vous adoptez cette politique-là, vous nommez ce qui colle à votre réalité. La petite caisse doit être conservée dans un lieu sécuritaire sous clé. Toute dépense de la petite caisse doit obligatoirement être accompagnée d'une facture, sinon aucun remboursement n'est autorisé. Puis quand vous faites votre remboursement, si vous voulez, là, la personne, qu'elle signe sur le reçu, qu'elle a reçu le remboursement. Puis vous pouvez mettre une étampe « rembourser telle date ». Comme ça, elle ne vous reviendra pas le lendemain ou la semaine d'après. Hey, je ne me souviens pas que tu m'aies remboursé ça. Ben oui, j'avais la pièce justificative, ce qui m'a permis de te rembourser.
Une fois approuvé par la direction générale, la technicienne comptable prépare la petite caisse pour les événements. C'est ce que je parlais, la deuxième caisse, boîte métallique qui peut être attribuée par résolution du conseil. Il ne faut pas que vous ayez ça sur vos épaules. De toute façon, une petite caisse, ça ne comporte jamais de sommes suffisantes, en tout cas généralement de sommes suffisantes pour la réalisation d'une activité. Alors, il faut vraiment que qu'il y ait une personne responsable pour la réalisation, pour s'occuper de la petite caisse d'événements. Une fois approuvé par la direction générale, vous, là, en tant que club, là, vous écrivez par le conseil d'administration. Le trésorier prépare la petite caisse pour les événements et la remet à la personne responsable. Si le conseil d'administration veut nommer une personne responsable autre que le trésorier. La demande d'une petite caisse doit être faite à la technicienne dans les 30 jours avant la tenue de l'événement. On comprend que votre réalité, elle peut être fortement différente. Le coordonnateur des loisirs ou les chargés de projet sont responsables de la petite caisse pendant un événement. Alors, la personne que vous aurez dûment nommée pour s'occuper de cette petite caisse d'événement, c'est ici qu'on met son titre ou l'appellation que vous désirez, qu'il soit clair, là, que ça l'autorise si c'est pour vous. Donc, cette personne-là doit remettre la petite caisse accompagnée de rapports de dépenses et de pièces justificatives à la technicienne comptable, qui est vous la trésorière, dans un délai raisonnable suite à l'événement. C'est sûr que si elle vous l'apporte et qu'elle ne balance pas, c'est mieux de ne pas attendre un mois avant qu'elle vous l'apporte parce qu'elle ne s'en souviendra pas mieux un mois plus tard. L'idéal, c'est le lendemain ou le surlendemain ou dans les jours qui suivent, là, dans la semaine qui suit. Le montant de la petite caisse varie selon les besoins lors de l'événement et doit être approuvé par le directeur général. C'est tout fait par résolution du conseil, ça. La dépense de la petite caisse doit obligatoirement être accompagnée d'une facture, sinon aucun remboursement n'est autorisé. On a la date d'adoption de la politique par votre CA. Est-ce qu'il y a des questions pour la petite caisse? Est-ce qu'il y a des difficultés rencontrées qu'on n'aurait pas fait le tour? Oui. Joanne, c'est pas obligatoire, par exemple, d'avoir une petite caisse au niveau du club? Est-ce que vous avez besoin de petites caisses pour tenir des événements ou... Non, habituellement, les événements, nous, c'est le responsable de l'activité qui va ramasser les sous en chèque ou en argent. Puis après ça, on fait le dépôt selon l'activité. OK. Selon ce que je comprends, vous n'avez pas vu le besoin à date d'avoir un peu d'argent comptant dans un tiroir de votre bureau. Non, pas du tout. On n'a pas créé de petites caisses. Puis, mettons que les activités qui se passent, puis qu'on récolte des sous, c'est au niveau des activités ou de cartes, des choses comme ça. Puis, c'est $1 par café quand c'est la pause café. Puis c'est celui qui est responsable de l'activité qui ramasse des sous, qui va nous transmettre un rapport détaillé, puis ses achats, puis ses dépenses pour cette activité-là, pour le café. Ses revenus couvrent ses dépenses, fait que cette personne-là, ça lui convient de faire la dépense avant et de se rembourser par les revenus. Oui, mais il fait toujours un rapport détaillé. Il a eu tant de revenus pour le mois, puis on a dépensé pour le café, mettons la facture de café, lait, ici et ça. Puis il donne le total, puis le rapport, moi, on le rentre, on le fait approuver, puis on le rentre à peu près, en le grand livre. Je trouve que c'est bien géré de cette manière-là, fait que non, une autre petite caisse ne serait pas nécessaire. Oui, c'est ça. OK. Parfait. Vous avez un très bon suivi, puis tout est justifiable. C'est ça le principal. Oui, il y a toujours les pièces justificatives qui sont accrochées après le rapport. Puis après ça, on rentre. Revenu café, dépenses café. On y va. Bravo, Sylvie. Que ça va bien, il faut le dire. Oui, ça va bien. À date, il n'y a jamais eu de problème. Là. Moi, ça fait pas longtemps que je suis dans le club, là, mais je veux dire, je vois le déroulement depuis 1 an avec ça va être avec l'ancien trésorier que je travaille. Là. Ça se passe très bien comme ça. Puis même
les membres du CA ou qui ont besoin de dépenses, d'aller chercher des choses. Ils nous ramènent toujours les pièces justificatives, puis on fait un chèque, puis on les rembourse. C'est une bonne méthode Ouais. qui rencontre un succès. C'est sûr qu'on la perpétue, on ne se pose pas de questions. OK, parfait. Merci. Y a-t-il d'autres questions au sujet de la piscine? Gênez-vous pas, hein, c'est tellement... Oui. Bonjour. Bonjour, Micheline. J'ai réussi à rejoindre. Bravo! En fait, moi, mon problème, c'est que les gens achetaient des choses, mettons, un item ou deux, mais sur leur facture à eux autres. Fait que là, moi, j'ai demandé à ce qu'il y ait des factures spécifiquement pour le club. Je rencontre encore quelques difficultés là-dessus, mais c'est passé au CA et j'ai dit qu'à l'avenir, je ne payais pas s'il n'y avait pas une facture spécifique. Est-ce que j'ai le droit d'appliquer cette norme vu que ça a été décidé au CA? Moi, je dis que oui, parce que vous avez la responsabilité de votre petite caisse, vous êtes imputable de votre responsabilité. Alors, Ouais. vos méthodes pour rencontrer les attentes du CA, vous les avez mises en place. Puis celle-là, ça rencontre très, très bien votre fonction. C'est parfait. Juste vous dire que si la personne apporte une facture papier et vous encerclez dessus ce qui est remboursable, s'il y a des taxes, vous l'écrivez à la main, le montant des taxes, puis vous écrivez le grand total, vous l'encerclez et vous lui remettez ça. La personne va signer en arrière ses initiales comme quoi qu'elle a reçu, ses initiales ou son nom complet, comme quoi qu'elle a été remboursée de cette dépense-là. Puis vous inscrivez aussi la date à l'arrière, vous dites le 24 avril, remboursé ou payé le 24 avril, puis vous mettez vos initiales. Tu sais, comme je disais tantôt, ça peut être une dépense, on a juste à écrire la date. Une dépense de papeterie que vous pouvez faire peut-être pour faciliter la tâche, mais ça dépend du volume aussi de pièces justificatives que vous avez à traiter. Mais c'est bien que, parce que c'est simple, on passe à la caisse, puis on demande on présente en premier les articles et on demande un sous-total. Puis ensuite, ça continue dans la même transaction. Alors, vous avez votre sous-total. La personne qui demande remboursement, elle a juste à vous remettre le début de sa facture. Vous avez le sous-total. Fait que ça lui aura rien occasionné comme logistique. Parfait, merci. Merci, Micheline. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent faire part d'une intervention? Ça va bien? OK. On va y aller avec les documents financiers qui proviennent du secrétariat régional, c'est-à-dire de notre bureau ici. Il y a le rapport mensuel, des cartes imprimées pour le club. Ça, c'est la liste des cartes renouvelées et des nouvelles adhésions envoyées à chaque mois aux responsables des cartes de membres. Ça justifie la facture mensuelle. Il y a un autre document aussi qu'on fait parvenir, c'est la facture. Pour les cartes de membres et l'achat de matériel promotionnel, admettons que vous voulez avoir des bouteilles écrites la FADOC en guise oui, prix de présence ou des choses comme ça lors d'activités. Nous, je pense que c'est une vingtaine de dollars qu'on les a achetés. Fait que même si aujourd'hui c'est plus cher, s'il nous en reste en stock, on revend le même prix parce qu'on est un organisme à but non lucratif. On ne cherche pas à faire d'argent. On cherche à couvrir nos frais. Fait que ça ne nous occasionne aucun autre frais. Fait que c'est ça qu'on peut appeler des achats de matériel promotionnel. Fait que ça, nous, on fait une facture par mois sur laquelle on met en négatif les sommes que vous devez retourner à la FADOC parce que vous avez encaissé au club le montant total de la carte de membre. Puis quand c'est en positif, c'est l'inverse. C'est si nous, ici, on reçoit des chèques, par exemple,
pour payer la carte de membre, on doit vous retourner votre part. Alors, la facture est en positif ou en négatif selon toutes les transactions qui ont eu lieu durant le mois. On va aller voir l'autre. Des notes de crédit, on n'utilise pas ça parce qu'on le met sur la même facture en plus et en moins. L'état de compte mensuel, c'est toutes les factures à payer, factures encaissées, des notes de crédit à déduire ou du solde à payer à la fin de chaque mois. Je l'exprime dans mes mots, ça vient juste être comme un aide-mémoire de pouvoir le lire sur la diapositive. Carte imprimée pour le club en juillet, c'est vraiment pas clair comme document, mais vous savez c'est quoi. Vous recevez un document, peut-être que la présentation est différente, là, qui est intitulé Carte imprimée pour le club pour tel mois. Bon, vous avez le nom, la quantité, les sommes, la liste des cartes, le sommaire. Un exemple. Attendez un petit peu là. C'est ça, de rapport sur lequel est-ce que c'était indiqué 2 ans ici? Oui, carte 2 ans. Alors, ça fait 2 ans qu'on accepte de donner une adhésion bonne pour 24 mois. C'est, comment je pourrais dire, le club, pas le club, le réseau provincial est encore à peaufiner les politiques qui entourent ça, parce que ça évolue avec les cas concrets sur le terrain qui se présentent. Donc, nous, on les gère, les clubs régionaux, on les gère au fur et à mesure que ça se présente selon la même politique. Là, ce qui est bon pour Minou est bon pour Pitou. Tout est justifiable. Ici, on a un type de facture que vous recevez. Je me suis promenée ici. Bon, voilà. Je vais aider par la petite flèche en haut. Nous, on facture à ce club-là, à cette date-là. Pour ces transactions-là qui se sont passées durant le mois. Lorsque le total est en moins, c'est un remboursement. Lorsque c'est en plus, c'est une facturation. Ça veut dire que c'est exonéré de taxes. En tant qu'organisme à but non lucratif, le gouvernement nous a autorisé à ce que nos transactions de carte de membre là, ne soient pas taxées. On se croise les doigts qui continuent à maintenir cette mesure. Fait que c'était 305 au crédit. Ici, c'est un crédit, un remboursement de carte. On ne le fait pas distinctement. On le fait sur la même copie, sur une facture mensuelle. L'état de compte, généralement, lorsque c'est payé ou c'est reçu dans le même mois, on a la transaction, l'écriture du mois qui vient de se terminer seulement et non pas du mois d'avant, du mois d'avant, du mois d'avant. Il y a juste une écriture sur l'état de compte. Qu'est-ce que, attendez un peu, là, on va parler des revenus reportés, je pense, oui, c'est ça. Avant de commencer à parler des revenus reportés, je vous fais part que demain, Martine, ma collègue Martine Morancy va présenter dans un atelier qu'on appelle Enjeux, vos enjeux. Elle va présenter qu'est-ce qui se passe, elle va expliquer quelle est la différence entre une carte de 12 mois et 24 mois dans la comptabilisation, dans vos livres et dans notre gestion pour vous faire des remboursements.
Ça va être bien intéressant. Elle a très bien travaillé pour que ce soit le plus facile à expliquer. Elle va vous présenter 2 PowerPoint, un sur les revenus reportés, l'autre sur la facturation. Ça devrait, comme on s'en rend compte avec nos ateliers depuis les dernières semaines, là, ça devrait se tenir dans l'avant-midi. Nos documents disaient que ça se tenait toute la journée. C'est pour ça peut-être que vous l'avez lu à quelque part, mais à midi, on a fait le tour habituellement. Michael, notre directeur général, envoie une fois par année, vers la mi-avril, une note du directeur général, puis c'est acheminé au courriel de votre présidente, président. Ça comporte les informations financières sur vos revenus de carte de membre à échéance 12 mois et 24 mois. Là, ici, j'ai repris vraiment textuellement la façon que Michael l'explique. Les explications fournissent les données de distribution des ventes, informations tirées du logiciel LGBDF, un logiciel de gestion de base de données FADOC, qui est à saveur nominative et non pas comptable. C'est pour ça qu'il sort des quantités avec ce logiciel-là. Les revenus cumulés au 31 mars de l'année financière qui vient de se terminer et au total, les revenus à reporter au livre de l'exercice financier qui vient de commencer le 1er avril. On les appelle toujours revenus reportés. Puis dans le concret, sur le terrain, c'est ceux cumulés à la fin de l'année et puis qu'on reporte ce qui doit être reporté au début de l'année suivante. Là, je suis allée faire une image de la lettre que Michael fait parvenir à votre directeur. C'est comme ça, quand vous le recevez, vous faites le lien avec l'atelier Je suis trésorier 2. Oui, c'est vrai, j'en ai entendu parler ou je sais qu'on peut la retracer. Donc, il dit, voici les informations financières pour vos revenus de carte de membre. Le principe part du fait que les cartes de membre peuvent être vendues tous les mois de l'année et ont une échéance d'1 ou de 2 ans calendrier. Je vais faire un rapprochement avec les permis de conduire. Déjà, c'était à tout moment de l'année que la Société de l'assurance automobile gérait le renouvellement du permis de conduire. Ils ont mis en place que ce soit à votre date d'anniversaire, à votre date de naissance. On parle alphabétique, non, c'est par date de naissance. Ce qui leur a facilité un peu l'échelonnement sur toute l'année durant et non pas, c'est ça, d'avoir des roches à gérer. Ici, on est comment je peux dire, au début, dans les premiers balbutiements de la gestion des cartes 24 mois. C'est quelque chose qui demande beaucoup de rigueur et de minutie parce que la politique du provincial dit que si une personne, par exemple, appartient à un club, disons, du secteur 1 de la région des Laurentides, et elle déménage dans le secteur 4, elle veut maintenant que sa carte provienne du club local du secteur 4. Si ce transfert-là est demandé dans les premiers 6 mois de son adhésion, la somme que nous, on remet au club sur le total de l'adhésion va être transférée au total au nouveau club de destination où la personne a été transférée. Si c'est avant 6 mois, après 6 mois, c'est différent. Bon, alors c'est cette politique-là qui est ardue à gérer à chaque mois, à chaque fois qu'on reçoit les rapports du provincial, qu'on les interprète, qu'on les transpose dans vos facturations de chaque club, c'est ce qui demande beaucoup d'ajustements. C'est pour ça aussi que le fichier Excel de grands livres qu'on veut vous transmettre, on veut qu'il ne soit pas compliqué à tenir, puis on fait des essais-erreurs
toujours en s'appuyant sur la politique du provincial. Fait que ça s'en vient là. Ça s'en vient. Votre année financière est fixe, 1er avril d'une année au 31 mars de l'année suivante. Toutefois, les revenus de vos cartes peuvent être perçus pour plus d'une année financière. Donc, on reporte des revenus dans l'année financière suivante lors des présentations des états financiers. Afin de vous aider dans votre tâche, nous vous transmettons annuellement à la mi-avril les chiffres de vente ainsi que les revenus reportés pour l'année financière finissant le 31 mars. Tout est basé sur le fait que la carte de membre rapporte 9 $ au club pour 1 an, puis 18 $ pour 2 ans. Fait que dans les deux cas, le revenu de la carte est égal à 75 sous par mois. Ça, c'est moins compliqué. C'est la façon dont SGBDF distribue la vente d'une carte de membre, soit en tranches mensuelles de 75 sous pour tous les mois à venir, jusqu'à l'échéance de la carte qui est soit de 12 ou 24 mois. Donc, au 31 mars, nous calculons tous les 75 sous encaissés dans l'année comme revenu pour l'année, incluant les reportés de l'année précédente. Puis, calculons tous les 75 sous encaissés pour les mois dans le futur comme étant les revenus reportés. Alors, en date du 31 mars, les montants sont divisés par les revenus cumulatifs au 31 mars et ceux qui sont à reporter à l'année suivante, au 1er avril de l'année qui commence, de l'exercice financier qui commence. Les revenus indiqués pour les cartes comprennent la somme des revenus cumulatifs, les revenus reportés. Ça donne donc les revenus totaux des cartes au 31 décembre. Les revenus reportés sont inscrits au bilan, au passif, au niveau du passif court terme. Dans la déclaration des revenus et de renseignement des sociétés sans but lucratif, CO17.SP, si on s'entend que ce sont des données tirées du gouvernement, alors on va essayer de le tenir à jour si jamais ça change, mais à date, là, c'est très actualisé comme information. Alors sur ce document-là, ce formulaire-là, le club, vous devez indiquer le montant des revenus des cartes cumulatifs plus les reportés. Ça fait votre entrée d'argent au 31 décembre. Tandis que les montants, 31 mars, tandis que le montant des revenus reportés est inscrit à la ligne 561, somme à payer aux membres. C'est ça. Pour le côté fédéral, si vous le faites normalement, pas requis, mais si vous ne l'avez jamais fait, vous n'avez pas besoin de le faire, là, mais si vous l'avez déjà fait, la formule s'appelle T2, Déclaration des revenus de société, ainsi que l'index général des renseignements financiers abrégé T1178. On ajoute les montants de au T1178, somme des revenus cumulatifs plus revenus reportés, ça fait le total des revenus, à la ligne 1073. Montant à recevoir des membres d'OSBL, organisme sans but lucratif, tandis que le montant des revenus reportés est inscrit à la ligne 2630, montant payé aux membres. En souhaitant le tout, bon. Donc, c'est vraiment les sommes tirées du logiciel SGBDF qu'il faut inscrire sur vos déclarations ici. Notre logiciel, notre chiffrier Excel de grand livre fait un calcul selon les formules qu'on lui a programmées. On essaie d'être assez exact si c'est des transferts, par exemple, d'être avant les 6 mois, après les 6 mois. On essaie aussi d'être assez exact, malgré le fait que si on encaisse une adhésion le 29 du mois et que la personne veut une carte plastique, ça lui prend quelques semaines pour la recevoir. Nous devons donc la comptabiliser au 1er du mois suivant, sauf qu'on l'a encaissé là, puis on l'a déposé. Fait que ce suivi-là fait que c'est jamais exact le solde des revenus reportés de manière ponctuelle, là, journalier. Mais à la fin du mois, à la fin de l'année de l'exercice financier en avril, quand on vous le transmet de SGBDF, c'est vraiment les montants à aller inscrire ici. Fait que dans notre chiffrier Excel, là, ce que ça sert, là, c'est que en cours d'année, vous pouvez voir à quoi ça ressemble au jour où vous l'interrogez, les revenus que vous aurez à ne pas utiliser cette année parce qu'ils doivent être reportés à l'année suivante. C'est à titre indicatif. Martine va revenir
sur cet aspect-là aussi demain. Pour faire la comptabilisation des cartes de membre, après ma barre, quand on reçoit l'argent ou le chèque, paiement au comptant pour une adhésion 1 an, l'encaisse augmente parce qu'on dépose de 25 $ et le compte pour la vente des cartes augmente. Dans le chiffrier Excel Grand Livre, dans la colonne adhésion 1 an, on écrit une adhésion, on écrit le chiffre 1, si c'est le paiement d'une seule carte de membre. La formule préétablie ventile l'argent, le montant, la somme, donc le revenu dans la colonne encaisse, votre remise dépense dans la colonne cotisation, ce que vous devez transférer à la FADOC, et dans la colonne compte à payer. Pour l'idéal, ce qu'on recommande, c'est de recevoir, de vous baser sur l'état de compte à la fin du mois que vous recevez. Ça va être plus facile de vous balancer comme ça que d'y aller au fur et à mesure. Lundi, j'ai reçu un chèque, je le rends tout de suite. Mardi, fait que si à la fin du mois, vous avez votre liste de chèques que vous avez reçus, transmis, puis vous comparez avec ce qui apparaît sur l'état de compte qu'on vous envoie, là, vous faites l'entrée et puis vous ne vous cassez plus la tête, la job est faite. Alors là, on parle d'1 an. Quand on utilise le logiciel, le chiffrier Excel, il est recommandé de n'écrire que le nombre d'adhésions que vous comptabilisez et non pas aller écrire 25$ ou moins 9$. C'est fait pour ne pas se casser la tête avec les sommes d'argent et elles sont automatiquement reportées aux bons endroits. C'est vraiment juste la colonne. J'ai une adhésion ou 2 adhésions. S'il y a quelque chose que vous n'êtes pas sûr, là, il ne faut pas retourner écrire dedans. Effacez plutôt votre dernière opération. Puis là, vous vous dites, OK, j'étais partie de là. Qu'est-ce que j'ai essayé donc? Ben, refaites apparaître ce que vous aviez essayé. Puis là, vous dites, ah, ben, j'étais correct finalement. Fait que c'est vraiment d'aller jouer avec ce que vous venez de faire et non pas dans les colonnes de montant. On avait une question par rapport à ça, Joanne, chez nous. C'est que si on se sert du rapport de la fin de mois, on va aussi entrer les cartes qui ont été renouvelées directement auprès de la FADOC. Oui. Hein? Mais ça, oui, ça va apparaître comme des montants qu'on a reçus. Oui. Mais on ne les a pas vraiment reçus, là. Bien, c'est pour ça que lorsque vous recevez l'état de compte, est-ce que je me trompe en disant que dans la même semaine à peu près, là, vous les recevez dans votre compte de banque? Tu veux dire quoi, on reçoit dans notre compte de banque? Bien, quand l'état de compte part et que c'est de l'argent que le bureau régional ici, on doit remettre dessus, on fait le paiement direct dans le compte dans la même semaine? À peu près, oui. À peu près, OK. Alors, vous êtes sûr que le montant qui va rentrer dans votre compte va correspondre à l'état de compte que vous allez recevoir, que ça va correspondre? OK, mais c'est les revenus, les autres revenus, tu sais, dans notre... parce que ce qu'on aurait envoyé au régional, on ne l'a pas envoyé en réalité. Il a été... Tu comprends-tu ce que je veux dire? Il a été reçu directement, là. Oui. C'est pas grave, ça? Ça va être à le comptabiliser correctement. Je vais juste aller chercher mon chiffrier, le mettre à l'écran. Si je m'en vais ici, au début, on a la banque. Lorsqu'on fait une entrée d'une carte, ça vient inscrire ici le montant de l'entrée d'argent. De cette manière-là, j'entre une carte ici, donc mon 25 $.
Vous l'avez reçu au club, donc il rentre dans votre compte de banque. Maintenant, C'est ça, c'était ça notre problème. OK, vous l'avez déposé. La remise de la part au régional est de 16 $. Fait que ça va dans une dépense d'administration ici de 16 $. Mais quand c'est pas nous qui l'avons reçu, tu sais, la carte, si je comptabilise les cartes que vous avez directement renouvelées, disons, je vais avoir des entrées dans mon compte de banque qui ne sont pas réelles, là, parce que je n'ai jamais reçu. Mais Joanne, l'état de compte est détaillé. Ce que vous nous créditez, puis nous autres, ce qu'on vous doit, puis le total, c'est la différence des deux. Oui. C'est supposé se balancer. C'est juste dans les comptes de banque, quand on rentre le chiffrier dans le compte de banque, sur le chiffrier, il va y avoir des argents qui ne sont pas réellement rentrés dans le compte de banque. Tu sais, mettons qu'il y a eu 4 adhésions via la FADOC dans le mois. Moi, je sais que je vais recevoir seulement 9 $ puis que tout le reste va se déduire, mais au niveau de mon compte de banque, ça va rentrer comme 100 $ que j'ai reçus. C'est des adhésions d'1 an. C'est pas exact, là. Je ne l'ai pas reçu moi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Puis là, je pense que Joanne a gelé, hein? Oui. Vive bon le retour! reset! Bon retour! Une chance, ça a marché. Je vais repartager le document. Je parlais avec Diane parce qu'elle s'inquiétait mais ce que j'en ai conclu, moi, en tout cas, ce que je pense, à la fin du mois, avec l'état de compte, automatiquement, ça devrait se balancer. Avec le montant que vous avez, mettons que vous envoyez notre état de compte, on a nos adhésions, ce que vous avez payé, ce que vous nous retournez, devrait balancer avec le grand livre, avec le montant déposé dans le compte. Exactement. Oui, ça balance. Exactement. Okay. On va faire ça comme ça. À la fin du mois. C'est beaucoup moins compliqué. Oui. N'est-ce pas, Joanne? Oui, exactement. Quand vous recevez l'état de compte, là, vous comptabilisez, puis ça correspond avec les chèques que vous êtes gardé copie ou que vous avez listés. C'est ça. Si j'ouvre mon document comme ça. C'est la tempête qui vous a perdu, ouais? C'est bizarre. Il y a beaucoup de vent ici. Ah. C'est très, très venteux. Là, j'ai écrit 0 parce que c'est une colonne que je peux écrire des quantités. Si je rentre une adhésion reçue au régional ou au provincial et non pas au club, OK? On va aller voir son effet dans la banque. C'est pas rentré encore. Super. Oui, super quoi? Bien, moi, ça m'explique. C'est juste quand je ne sais pas si on a dû aller trop vite. On n'avait pas vu la colonne régionale, adhésion régionale. Okay. Mais en faisant ça, ça règle mon problème. C'était ça mon problème, là. Fait que je m'excuse, là. On tombe en compte à recevoir. Votre comptabilité tombe en compte à recevoir. Et là, on s'en va dans... Vous n'avez pas de cotisation à payer parce que la somme a été reçue ici. Ça s'arrête là. Maintenant, où sont les comptes à recevoir? Vous n'avez toujours pas eu d'encaissement dans votre compte de banque, de dépôt.
quand vous recevez, Et là, le compte à recevoir. voilà, quand vous recevez notre somme d'argent déposée directement dans votre compte, vous l'indiquez ici. Vous avez reçu 9 $. Puis là, on va aller voir dans la caisse. Il va y avoir un dépôt de 9. Ça explique tout, je pense. Ça, c'est si on veut les rentrer au fur et à mesure. Mais c'est toujours préférable d'attendre l'état de compte. Oui. OK. Oui, quand vous recevez l'état de compte, vous pouvez le faire comme ça également. Puis quand il apparaît dans votre compte de banque, bien, vous venez l'écrire comme quoi que l'argent est reçu. T'sais, il n'est plus à recevoir, il est reçu. Il est reçu, OK. Fait que ça explique déjà entrée-sortie, oui, c'est ça. Ça l'explique déjà. J'ai-tu une autre chose à vous expliquer là-dessus? Mais je pense que déjà, en partant, compte à payer. OK, ici, par exemple, si vous faites un achat, ça se met à jour automatiquement. Là. Si vous faites un achat, il n'y a pas de formule ici. Alors, vous pouvez dire, je viens d'acheter 25$ de fourniture. Il n'apparaîtra pas plus. On est toujours dans la colonne Autres ajouts. Il n'apparaîtra pas plus dans votre caisse. C'est ça. Fais-moi mentir. Attendez un peu. Il est en négatif. Je vais effacer ma dernière opération. Puis je vais aller ici. Là, j'ai quelque chose. Là, il y a au moins 1 pièce dans notre compte. Là. Bon. Puis je viens de l'utiliser. Non, voyons compte à recevoir, je ne suis pas là. C'est là dans l'encaisse. Hey, mon logiciel n'est pas vite un matin, je ne sais pas ce qui se passe. Et là. OK. Pourquoi qu'il m'indique 34? Voyez-vous, c'est pas supposé être 34, fait que c'est des... Mais non, il est à payer. Voilà. Fait que c'est ça qui nous reste à valider avant de vous l'envoyer. OK. Parce que ça devrait être... ici, ça c'est correct. Puis un coût qui est payé, mon 25 $. Je vais aller voir dans ma ligne 9 à quoi ressemble mon compte de banque. À 9 $. Fait que pourquoi ça ne devrait pas apparaître, tu sais? Fait que c'est ça. C'est un travail de longue haleine, mais on veut vous l'envoyer sans qu'il y ait le moins de questionnement. Il faut qu'il soit fiable, autrement dit. Si, par exemple, pour revenir à ma cotisation de 25 $, c'est parce que c'est 1 an. Si je fais une adhésion de 2 ans au club, ici, par exemple, j'en rentre une. Au régional. Désolée, je recule ici. Ici, adhésion au club à partir de chez vous de 2 ans. On voit qu'il y a un 9 $ qui appartient à l'année suivante. C'est ça ici qu'on va vous grisonner parce que vous pouvez voir à pied levé comme ça combien vous avez de reporter ou à reporter à l'année suivante que vous n'avez pas à utiliser, vous ne devriez pas utiliser cette année. C'est à ça que ça sert, mais pour vraiment l'écrire sur la déclaration provinciale, gouvernementale, il faut se fier vraiment au rapport à GBDF. Okay. Fait que là, je vais sortir de ce logiciel-là parce que vous voyez que ça s'en vient. Aïe, 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 qu'il est lent ce matin. Fait que là, on serait prêt à passer au rapport financier annuel. Diane, en compagnie de Sylvie, nous a fait part vraiment d'un cas ou de questionnement qu'on peut avoir. Je veux savoir s'il y a d'autres personnes
qui auraient des questions à poser aussi sur les revenus perçus d'avance. Ça va bien. Il n'y a pas de main levée. OK. Rapport financier annuel. On dirait qu'on est moins nombreux, je pense. Non. OK. Nous devons produire chaque année, environ 60 jours après la fin de l'exercice financier, un rapport reflétant toutes les transactions qui ont été obligatoirement inscrites dans le registre. Ces résultats compilés permettent à tout moment de connaître la situation de la trésorerie de notre club. Alors, le rapport financier, qu'on appelle rapport financier annuel, nous, on sort les chiffres et on les fait apprécier par un vérificateur comptable. Selon Revenu Québec, un OSBL a l'obligation de tenir des livres et des registres détaillés pour toute vérification ultérieure. Ces documents doivent être conservés pendant 6 ans après la fin de l'année. Par exemple, vos déclarations de revenus de l'année 2022 doivent être conservées jusqu'en 2028. La façon qu'on procède ici, c'est qu'on écrit en avant sur une feuille qu'on colle sur une boîte tous les documents qui portent sur telle année et l'année de destruction, on l'écrit sur la boîte. Donc, le questionnement n'est pas à refaire. Les documents qu'il faut conserver en permanence, là, ce sont les contrats notariés, les procès-verbaux du club, mon registre d'action, ce qui justifie nos placements, etc. Dans les municipalités, ils conservent ça dans un coffre-fort, mais on n'a pas tout ça dans notre garde-robe. À l'épreuve du feu. Rapport financier annuel, ça se ressemble aussi. Les revenus, les dépenses en bas. Bon, je suis allée trop vite. Je vais peut-être un peu plus. OK, c'est sur 2 diapositives distinctes. Bon, alors les produits, les dépenses, OK. Ou sur une même feuille, ça c'est le bilan, ça. OK. OK. Malgré le fait que les organismes à but non lucratif, tels que les associations personnifiées, comme les clubs, membres du réseau FADOC, malgré le fait que les clubs soient exemptés d'impôts fédéral et provincial, il n'en demeure pas moins que vous avez la responsabilité de produire annuellement des déclarations de revenus. Le document que Michael vous fait parvenir fait partie de la déclaration de revenus. C'est la même étape à faire à la fin de l'année financière. Nous, c'est le vérificateur comptable qui fait notre déclaration de revenus. Alors, c'est pour ça qu'on vous le conseille aussi. Les sites web pour aller vous informer. Ça fait partie du document PowerPoint que je vais vous transmettre. Différents rapports à produire. Juste voir. Ah oui, je les ai toutes mis. Bon. Annuellement, vous devez remplir la déclaration de mise à jour auprès du registraire des entreprises et payer les droits d'immatriculation. Vous devez les acquitter à Revenu Québec dans les 60 jours suivant la date de clôture de l'exercice financier. Dans ce rapport, auprès du registraire des entreprises, il faut aller faire une déclaration aussitôt qu'il y a des modifications à notre structure de gouvernance. Qu'il y a un changement d'administrateur suite à un AGA ou en mi-mandat, un changement de coordonnées, un déménagement, un changement de documents, ce qui peut vous être demandé d'être fourni s'il y a eu un changement à ce niveau-là.
On appelle ça une déclaration de mise à jour et puis ils nous chargent pour ces déclarations-là. C'est indiqué sur ce site web-là. C'est assez simple. C'est plus simple que ça en a l'air. J'ai copié ici la page qu'on atteint quand on se rend sur le site. C'est ça qui apparaît. Alors, on accède à mon bureau quand on a configuré déjà notre compte. On n'est pas un intermédiaire, on n'est pas le vérificateur comptable à qui on demande de le faire pour nous. C'est des services d'authentification que le gouvernement a nommé Clic Secure Express ou Clic Secure Entreprise pour s'authentifier. Moi, ici, j'ai mon accès par Clic Secure Express. Je donne le numéro de l'entreprise, le NEC, un code d'accès qui est déjà, oui, je pense que c'est notre mot de passe, là. Les entreprises n'ont pas demandé de code d'accès Clic Secure Express. Un tel code est permanent et il est transmis automatiquement par la poste à toutes les entreprises immatriculées. Oui, je vais vous montrer celui que moi j'ai reçu. S'il est près de moi, ça ne prendra pas trop de temps. Janvier, donc je suis de manière plus récente. Bon, de toute façon, c'est vraiment une lettre qu'on reçoit. Je la mets dans une feuille protectrice à 3 trous, puis je mets ça dans un cartable où je peux tenir tous mes mots de passe de différents sites web que je dois accéder, que ce soit pour accéder à l'institution financière, tout ça. Là, moi, je mets ça dans des feuilles plastifiées, puis je mets ça dans un petit cartable. Pas dans ma petite caisse, ça ne rentre pas, là, mais de façon, je conserve ça de façon sécuritaire. Comme vous pouvez aussi le numériser et puis jeter le document papier, là, vous verrez. Quand je suis arrivée en poste, je n'ai pas retrouvé ce code-là. J'ai dû en demander un. Celle-là, je l'ai classée d'une manière à le retracer. Ça, c'est fait par, par nous ou bien par les auditeurs? Ça, c'est pour aller sur... c'est fait par nous. C'est pour aller sur le site du registraire des entreprises. Pour on le fait quoi? À tous les ans ou juste une fois? Une fois par année. Une fois par année? OK. Oui, vous devez mettre à jour les informations. OK. La situation qui se présente le plus, c'est après la tenue de... Quand l'Assemblée générale annuelle s'est tenue, là, vous allez le mettre à jour. OK. C'est ça que la secrétaire est avec moi, puis elle me dit que c'est fait à tous les ans. C'est correct. Oui. Donc, moi, je ne me sers pas de Clic Secure Entreprise. Bon, ils nous disent sur quoi cliquer. Excuse-moi, Joanne. Oui, mais à chaque fois dans l'année où il y a des gens qui quittent ou qui a un changement quelconque, on doit faire aussi une mise à jour. Exactement. Ça, tout le temps. Pas juste une fois par année, mais à chaque fois qu'il y a un changement. Exactement. Alors, c'est pour ça qu'on garde ça à portée de la main, le mode d'accès au registraire des entreprises. Crédit d'impôt pour activité aux aînés. Ça existait jusqu'en décembre 2023. Cette mesure n'est plus en place. Le gouvernement a aboli cette mesure qui existait depuis 2014 jusqu'en 2022. Le régime d'imposition provincial accordait aux aînés à faible revenu ou à moyen revenu un crédit d'impôt remboursable qui égalait
20 du moins élevé de 200 $ et du total des montants payés dans l'année pour leur inscription ou leur adhésion au programme reconnu d'activité physique, artistique, culturelle, récréative. Ça s'adressait aux personnes âgées qui avaient des critères assez serrés, là, de plus de 70 ans, dont les revenus familiales n'excédaient pas 41 505 en 2018. Bon, 2022, on était rendu à 44 630. Mais il est aboli. Je le mentionne parce qu'on a quand même, une fois de temps en temps, un questionnement. Est-ce qu'on émet des reçus? Ce n'est plus d'actualité, ce n'est plus reconnu par le gouvernement. Ah, ben on est rendu à la fin. Avez-vous des questions? Merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup, Joanne. C'était très intéressant. Merci. Merci beaucoup, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questionnements? Non. Alors, on va mettre fin à la présente réunion.